avec la physiologie du sport et Gilles Godgebur. Bonjour à tous. Bonjour. La saison des marathons bat son plein. Paris, c'était il y a 10 jours. Londres, c'est ce week-end. Et on remarque tout le temps la même chose. Il y a de plus en plus de femmes. On peut donner quelques chiffres? Mais oui, allez-y. Alors, en 25 ans, le nombre de femmes a triplé dans des épreuves comme à Paris. Elles étaient 6-7% au début des années 90, 23,79% lors de la dernière édition il y a 10 jours. C'est presque 10 000 femmes à l'arrivée, presque 10 000 finishers ou finisheuses, je ne sais pas comment il faut dire. Et ce sera probablement l'objectif à battre pour l'année prochaine. Alors, c'est spectaculaire en France, mais ça l'est encore plus aux États-Unis. Et on a des épreuves comme à Boston et à Chicago où on a 40, même 45% de participation féminine. Et alors, fait inédit, l'année passée au marathon de New York, qui se déroule à l'automne, il y avait une catégorie d'âge où les femmes étaient majoritaires. C'était la catégorie d'âge la plus jeune, de 18 à 29 ans. Et là, on avait une majorité de coureuses. C'est un phénomène inouï quand on réfléchit d'où vient la course à pied féminine. Je vous allais voir une image qui date de 1967 avec cette jeune fille que vous voyez au centre de l'écran qui fait l'objet, vous voyez, d'une altercation. En fait, ce qui s'était passé, elle s'appelle Catherine Switzer. Elle s'était inscrite dans la course en signant de ses seules initiales parce que... C'est à Boston, hein? C'est à Boston, au marathon de Boston. Et parce qu'à l'époque, si on avait su que c'était une femme, elle n'aurait probablement pas reçu de dossard. Bref, elle est dans la course. Et quelques kilomètres après le départ, l'organisateur s'aperçoit qu'il y a une femme dans sa course. Une ignominie, rendez-vous compte, une femme dans la course. Du coup, 1967, hein, quand même. C'est quand même pas si longtemps que ça. Il lui court derrière pour lui arracher son dossard et pour la faire dégager de là. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle est accompagnée de son copain de l'époque, qui s'appelle Tom Miller, mais qui surtout est footballeur américain. Et c'est l'organisateur John Semple qui, lui, a été bouté hors de la course d'un superbe coup d'épaule. Et donc, elle a pu terminer l'épreuve, bon, on imagine un peu traumatisée. Par la suite, elle est devenue écrivain. Ça a été l'égérie du sport féminin, donc de cette revendication du féminisme qui consiste à exiger pour les femmes le droit de faire des sports comme pour les hommes. Incroyable. Alors, il faut dire qu'à l'époque, on utilisait cette expression magnifique, le sexe faible. Un peu passé de mode. Un peu passé de mode, heureusement. Parce qu'on pensait que les femmes avaient une constitution fragile et que ça ne leur permettait pas de faire des exploits, tout simplement. On a dit des choses incroyables. On a dit que si elle faisait de la course à pied, elle serait stérile. Après, on a dit que peut-être non, mais qu'en tout cas, elle ne pourrait pas enfanter par les voies naturelles. Après, on a dit que si, peut-être elle pourrait accoucher, mais elle ne pourrait pas allaiter. Enfin, toutes sortes de choses qui ne reposaient sur rien, aucune base scientifique. Et ce n'était pas seulement vrai d'ailleurs pour la course à pied, aussi pour le cyclisme. Et là, il y a des textes rétrospectivement qui sont comiques, mais en même temps qui sont révélateurs de l'esprit de l'époque. On remonte un peu dans le temps, ça date de la fin du 19e siècle. À l'époque, on croyait que la position en selle déclencherait chez les cyclistes, chez les femmes, des pulsions sexuelles mais irrépressibles. Et donc on avait peur pour elle que, dévorée par le désir, elle ne tombe, ou pire encore, qu'elle mette en danger les passants sur le trottoir. Voir les cyclistes hommes. Voilà. On va regarder. Imaginez le Tour de France féminin. On va regarder, pour bien comprendre comment les préjugés ont la vie dure, un extrait d'un reportage qui date des années 70. Un médecin du sport s'exprime sur la pratique féminine. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de la compétition, mais pour les femmes. Le sport de compétition pour les femmes est un problème, évidemment. On a des congrès là-dessus. Ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. L'athlétisme, mais oui, mais pour une élite, n'est-ce pas? Car c'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon. Hein? Il faut que ça soit très bon. Je crois que c'est pour une élite. Extraordinaire. C'est génial. C'est maléfique. C'est un extrait qui est en fait tiré d'un documentaire qui sortira à l'automne, signé Pierre Morat, qui s'appelle Free to Run, et qui est donc libre de courir, et qui relate cette conquête de la course à pied par les femmes. Il est peut-être toujours en vie, ce médecin. J'aimerais bien qu'il vienne nous en parler. Je ne sais pas. C'est un argument, on va dire, de type esthétique. Hein. C'est pas beau une femme qui court, comme si les hommes étaient super pratiques. Enfin, il y avait d'autres arguments, plus physiologiques. Alors là, on va montrer un exemple avec une déclaration d'un médecin autrichien qui s'appelle Ludwig Prokop, que je vous propose de lire ensemble. Le sport enlaidit la femme, raidit son corps, rend sa voix plus grave et dans certains cas fait pousser des moustaches ou de la barbe. Ça date de quand, ça? Ça date des années 70. Et ce Ludwig Prokop, c'est pas n'importe qui, il est considéré comme une sommité en médecine du sport et il faisait partie de la commission médicale du comité international olympique. Et voilà, le sport fait pousser, la moustache. Il faudra qu'il nous dise par quel biais. J'avais jamais remarqué ça, c'est au moment même. Probablement qu'il est influencé par des pratiques dopantes de l'époque qui font que de plus en plus de femmes
ressemblent sur certains stades à des hommes. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est un peu une nageuse est-allemande peut-être. Pareil, Hein. pareil. Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre froide, tout était bon pour se faire valoir sur la scène internationale, y compris remporter un maximum de titres et de médailles. De ce fait-là, on a vu arriver des athlètes qui étaient effectivement athlètes très masculines, mais très masculines. Et à ce moment-là, on a pu penser que le sport virilisait la femme, mais évidemment, on s'est trompé. En l'occurrence, c'était les produits dopants qui avaient cet effet-là. C'était très perturbant de voir pour les observateurs, de voir arriver des femmes comme Jarmila Kratochvilova, que vous allez voir en photo, je crois. Bravo pour la prononciation. Oui, pas mal. Hein. Et c'est elle. Vous avez vu comment il l'a fait là? L'air de rien. Jarmila Kratochvilova. C'est une... Deux fois. Ah oui. C'est une, oui, quand même. une championne tchécoslovaque à l'époque, qui a toujours aujourd'hui le record du 800 mètres. Et qui était, comme vous le voyez, très masculine, quoi. On a expliqué à l'époque que c'est parce qu'elle elle menait une vie campagnarde et que c'est ça qui lui valait d'avoir tous ses muscles. Mais curieusement, en vieillissant, elle est redevenue une petite femme fluette. Donc c'était probablement les stéroïdes. Et cette imprégnation d'hormones a perturbé, on imagine bien, toute une génération d'athlètes, pas seulement de l'Est, hein, du reste, c'était aussi le cas à l'Ouest, et c'était le cas aussi chez les femmes, chez les hommes. Mais chez les femmes, disons que c'était plus spectaculaire. Et ça les a tellement perturbés qu'il y a quelques cas rares, mais qui existent, de personnes qui ont choisi à la fin de leur carrière de changer carrément de sexe. Et là, vous allez voir une personne qui s'appelle Heidi Krieger, qui est lanceuse de poids et qui, à la fin de sa carrière, est devenue Andreas lanceur de poids. Voilà, qui paraît-il, vit sereinement en couple avec une ancienne nageuse. Donc, D'accord. Finalement, quand est-ce que tout ça a changé? Tard. Pour la course à pied féminine, il a fallu attendre les Jeux de Rome en 1960 pour avoir des distances qui étaient supérieures aux 400 mètres. Donc, elle a pu courir un 800 mètres. Et puis pour le marathon, encore plus tard, c'est en 1984 seulement aux Jeux Olympiques de Los Angeles qu'il y a eu le premier marathon olympique féminin qui a été organisé. Donc c'était il y a 31 ans. Donc quand on s'aperçoit du chemin parcouru, c'est spectaculaire. C'est assez fou. Merci Gilles. beaucoup.